1936. L'Espagne va être le théâtre de l'une des guerres civiles les plus tragiques du siècle et de l'affrontement entre fascisme et communisme. Dans ce pays pauvre où une tentative de réforme agraire avait échoué et où les tensions sociales et politiques étaient fortes, les partis de gauche unis dans un front populaire remportent les élections de 1936. 5 mois plus tard, une partie de l'armée se soulève sous la direction du général Franco avec l'appui des partis de droite qui refusent le verdict des urnes. C'est la guerre. Elle durera 3 ans. Une guerre au cours de laquelle Franco bénéficie de l'appui de l'Allemagne et de l'Italie. Les avions allemands bombardent Madrid. Cette guerre devient un enjeu politique et un symbole en Europe. Venant de 54 pays, 35 000 volontaires, dont près de 800 Suisses, viennent soutenir les républicains en s'engageant dans les brigades internationales. En Union soviétique, des manifestations de solidarité sont organisées dans tout le pays. En dépit des menaces de sanctions et de l'opposition de plusieurs gouvernements, des milliers d'hommes et de femmes se rendent en Espagne au nom de la lutte contre le fascisme et de la défense de la démocratie. À sa manière, cette guerre annonce celle qui éclatera quelques années plus tard et opposera l'Allemagne et ses alliés aux démocraties et à l'URSS. Après 3 années d'une guerre qui fera plus d'un demi-million de victimes, les franquistes l'emportent. La République est défaite. Les troupes du général Franco entrent dans Madrid et des centaines de milliers d'Espagnols qui rêvaient d'une société socialiste et de démocratie doivent s'exiler. Seule la mort de Franco en 1975 mettra un terme au régime personnel et autoritaire qu'imposent les vainqueurs à une Espagne déchirée et permettra le retour de la démocratie. C'est en Russie que s'était imposée au début du siècle l'une des 2 idéologies qui ont dominé notre époque, la réalisation du rêve de millions d'hommes et de femmes en une société plus juste, l'utopie de la société communiste. En dépit de la modernisation du régime, de quelques réformes et d'un développement industriel, la Russie demeurait un pays inégalitaire, où une église et une aristocratie conservatrice dominaient une masse de paysans pauvres, pour ne pas dire misérables. Bénéficiant de privilèges exorbitants, l'aristocratie russe était indifférente à la misère paysanne, convaincue que la répression policière suffirait à contenir l'agitation politique qui secouait le pays à la fin du XIXe siècle, persuadée que les paysans ne se révolteraient pas contre ce qui était à leurs yeux l'ordre naturel des choses. Au début du siècle, la misère pousse de plus en plus de paysans à s'installer dans les villes où ils découvrent une autre pauvreté, une autre exploitation. C'est la Première Guerre mondiale qui va être le catalyseur de la révolte et jeter la Russie dans l'utopie révolutionnaire et l'expérience marxiste.
Mal équipée, dirigée souvent par des chefs incompétents, l'armée russe subit une série d'échecs en 1915, perdant près d'1 million d'hommes. Devant l'ampleur des critiques, le tsar Nicolas II décide d'assurer lui-même le commandement suprême des armées. L'armée russe subit de nouveaux échecs et de lourdes pertes humaines, ce qui entraîne une profonde méfiance à l'égard de la famille impériale et du gouvernement. Dans les mois qui suivent, 1 million de soldats sont encore tués. La poursuite de la guerre entraîne une forte hausse des prix et des difficultés d'approvisionnement. L'exaspération de la population est de plus en plus sensible. Des ouvriers manifestent à Petrograd en mars 1917 contre la vie chère. La grève est générale. Les soldats refusent de tirer sur les manifestants, se mutinent contre leurs officiers et s'emparent des bâtiments publics. Le drapeau rouge flotte sur le palais d'hiver. Nicolas II abdique. Exilé depuis des années en Suisse, Lénine est autorisé à rentrer et traverse l'Allemagne dans un wagon plombé. Opposé au gouvernement provisoire dirigé par des sociodémocrates et des libéraux, Lénine et les dirigeants bolcheviques réclament des mesures radicales et le pouvoir aux soviets. Alors que le gouvernement assure les Alliés qu'il poursuivra la guerre contre l'Allemagne, les soldats désertent par milliers et des manifestations sont organisées dans tout le pays en faveur d'une paix séparée. En octobre, les bolcheviks prennent d'assaut le palais d'hiver. Ils renversent le gouvernement dans ce qui demeure l'un des événements majeurs de ce siècle et qu'Eisenstein a reconstitué dans son film Octobre. Après avoir éliminé les modérés et conclu la paix avec l'Allemagne, Lénine et les bolcheviks nationalisent la terre et instaurent la République socialiste fédérative de Russie. Mais le nouveau régime, qui ne contrôle qu'une partie du pays, doit affronter les armées blanches soutenues par l'Occident. C'est la guerre civile. Elle durera 3 ans et se terminera par la victoire de l'armée rouge organisée par Trotsky. Lorsque Lénine meurt en 1924, le nouveau régime s'est imposé. Mais des millions d'hommes et de femmes sont morts des suites de la guerre, de la famine, des épidémies et de la terreur. Cette terreur sur laquelle Staline, le successeur de Lénine, appuiera sa politique. La Russie, devenue l'Union soviétique, vit désormais à l'heure du communisme et de l'utopie révolutionnaire, tout au moins dans les mots. Aux États-Unis, c'est d'un autre rêve dont il est question à cette époque, le rêve capitaliste de la libre entreprise, de la réussite individuelle, la possibilité offerte en principe à chacun de se réaliser et de faire preuve de ses qualités. Wall Street et les gratte-ciels new-yorkais symbolisent ce rêve de la réussite américaine.
Devenue l'une des premières puissances économiques mondiales, les États-Unis attirent des millions d'immigrants qui rêvent de faire fortune. L'Amérique des années 20 vit dans l'illusion d'une prospérité infinie, du développement continu de l'économie, même si les laissés-pour-compte de cette réussite se comptent par millions. Mais en octobre 1929, la crise de Wall Street causée par la spéculation boursière et la surproduction rappelle que le rêve peut devenir cauchemar. Ce mardi 24 octobre, la chute brutale des cours boursiers n'entraîne pas seulement des pertes financières, mais annonce le chômage, la ruine des petits porteurs et la crise économique la plus grave de ce siècle et dont les conséquences politiques et sociales se feront sentir pendant des années. En 1933, les États-Unis comptent 13 millions de chômeurs, la pauvreté s'étend. Pour survivre, des millions d'hommes et de femmes n'ont d'autres ressources que la soupe populaire et la charité publique. Le capitalisme ne paraît plus à même de répondre aux besoins des individus. Des troubles éclatent dans plusieurs villes. Le rêve américain d'une prospérité permanente s'éloigne et les électeurs se tournent vers le Parti démocrate, dont le candidat Franklin Roosevelt remporte l'élection présidentielle de 1932. La crise de Wall Street avait également touché l'Europe. Ses conséquences sont particulièrement sensibles en Allemagne. Affaibli par la défaite de 1918, ce pays compte 6 millions de chômeurs en 1933. La crise favorise les succès électoraux du Parti national-socialiste d'Adolf Hitler, d'autant que le gouvernement demeure passif face à l'agitation qui secoue l'Allemagne. Les événements se précipitent. Hitler est nommé chancelier en janvier 1933. Éliminant toute opposition, il instaure une dictature s'appuyant sur la répression policière. Ces images paisibles ne disent rien des persécutions que subissent les juifs, les socialistes, les communistes, alors qu'Hitler embrigade tous les travailleurs dans un front du travail et lance de grands travaux. Grâce à ces mesures et à la reprise de la croissance dont bénéficie toute l'Europe, le chômage diminue, renforçant la popularité d'Hitler. Les premières autoroutes sont une des fiertés du régime, dont les films de propagande veulent donner l'image d'un pays paisible, prospère, pacifique, alors qu'il se réarme, en dépit du traité de Versailles, réoccupe la Rhénanie et prépare les annexions qui conduiront à la guerre. Maître absolu de l'Allemagne, le parti nazi encadre et contrôle toutes les activités des Allemands. Après avoir ouvert des camps de concentration, sont internés tous ceux de ses adversaires qui ne sont pas morts ou ne se sont pas exilés. Ministre de l'information, responsable de l'action politique et psychologique, Goebbels fait de la propagande une véritable technique de manipulation au service d'Hitler qu'il présente comme le sauveur de l'Allemagne. Une partie de l'Allemagne se fanatise au service d'un homme qui l'amènera au désastre.
Tous ceux qui applaudissent Hitler ne veulent rien savoir de la répression, des assassinats politiques, de l'élimination de tous ceux qui s'opposent au régime, ne rien voir des persécutions, de la suppression des libertés démocratiques, de l'irréalisme des promesses de leur nouveau Dieu. Dans les années 20 déjà, Hitler avait compris le rôle capital des jeunes dans la diffusion de ses idées. Il s'agit de former, d'encadrer, d'endoctriner tous ceux qui constitueront l'armée de demain, les soldats de la revanche, et permettront la conquête de ce nouvel espace vital qu'Hitler a promis aux Allemands. Seul mouvement de jeunes autorisé en Allemagne à partir de 1936, la jeunesse hitlérienne est chargée de la formation idéologique, politique et paramilitaire de la jeunesse allemande. Mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Ein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Ne pas être membre de la jeunesse hitlérienne, c'est s'isoler et être soupçonné d'être un adversaire du régime. Le simulacre de combat de ces jeunes en uniforme annonce d'autres batailles, plus tragiques celles-là. C'est en Bavière, dans son nid d'aigle de Berchtesgaden, qu'Hitler prépare avec les principaux dirigeants nazis les plans d'extension de l'Allemagne, l'annexion de l'Autriche puis des Sudètes, avant d'envahir la Pologne et de déclencher la Seconde Guerre mondiale de ce siècle. Kommt Deutschland, wo ich zum Ausdruck bringen, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt einen Fehler. Ja, eure Schule wird die ganze Nation gehen, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste der Gegebenheit. Il faudra 6 années de guerre pour mettre fin au régime nazi, à la folie hitlérienne, au prix de plus de 50 millions de morts, faisant de cette utopie démente la plus grande tragédie du siècle. Hitler avait promis la prospérité et la grandeur à son peuple. Sa politique aura conduit l'Allemagne à la défaite, à la honte, à la division. Le 20 avril 1945, les troupes soviétiques entrent dans Berlin. 10 jours plus tard, Hitler se suicide. Le Troisième Reich devait durer 1000 ans. 12 ans et 3 mois après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il disparaissait. 12 années d'une dictature meurtrière qui demeure l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité.
Donnez-moi 5 ans et vous ne reconnaîtrez plus l'Allemagne, avait promis Hitler aux Allemands. C'était avant la guerre. L'utopie hitlérienne n'était en réalité qu'une dictature fondée sur le racisme, l'antisémitisme, le refus de la différence et la négation des droits de la personne. C'est une autre utopie que va connaître la Chine au lendemain de la guerre, celle d'une société communiste totale, semblable à celle que Mao Tse-tung avait tenté de réaliser au Yunnan dans les années 30. S'inspirant des thèses marxistes et des écrits de Lénine, Mao s'appuie sur les paysans pour mener une guerre de guérilla contre les troupes de Chiang Kai-shek alors au pouvoir. À cette époque, le sort de la grande majorité des Chinois est misérable. En dépit de la disparition du régime impérial en 1911 et des réformes entreprises par le gouvernement dans les années 20, la Chine est un pays pauvre, où règne la famine et où les paysans sont victimes d'un système quasi féodal. La guerre civile fait rage, opposant les troupes de Chiang aux communistes et aux seigneurs de la guerre, ce dont tentent de profiter les Japonais qui envahissent la Chine en 1933. Le vainqueur sera finalement Mao Tse-tung, qui a obtenu le soutien des masses paysannes, attirées par ses promesses de réforme agraire et d'un monde meilleur. Le 1er octobre 1949, Mao proclame à Pékin la République populaire de Chine. L'utopie communiste est au pouvoir. Le rêve maoïste se heurte cependant rapidement à la réalité économique, à une résistance dans les campagnes, à l'échec du premier plan quinquennal et à des oppositions au sein du parti. En 1958, Mao lance la campagne du Grand Bond en avant. Pour doubler la production nationale d'acier, il impose la construction de 600 000 fours villageois. Tout le pays se mobilise pour cette tâche nationale qui sera un échec économique. Mao lance également la campagne dite des 4 fléaux, c'est-à-dire la lutte contre les mouches, les moustiques, les rats et les moineaux. Une fois encore, toute la Chine est mobilisée. Ce grand bond en avant est un échec qui appauvrit la Chine, la plonge dans la tourmente et fait 20 millions de morts, victimes de la famine qui ravage le pays, les paysans ayant renoncé aux travaux des champs pour obéir aux ordres de Mao, qui en dépit des critiques demeure à la tête du Parti communiste.
ans plus tard, Mao lance la Chine dans une autre aventure, tragique elle aussi, celle de la révolution culturelle. S'appuyant sur les jeunes organisés en garde rouge, Mao diffuse ses idées par le truchement d'un petit livre rouge distribué à des dizaines de millions d'exemplaires, lançant la Chine dans une nouvelle tourmente. Au nom de la lutte contre la pensée bourgeoise, des milliers de Chinois sont arrêtés, humiliés, battus, assassinés. L'utopie maoïste de la révolution culturelle finit en drame. Autre utopie, autre tragédie, celle que vivra le Cambodge dans les années 60, faisant de ce petit pays une terre de malheur. Allié des États-Unis et de Saigon dans la guerre du Vietnam, le gouvernement cambodgien est défait en avril 1975 par les Khmers rouges qui entrent dans Phnom Penh. La première décision des vainqueurs est de vider la ville de ses habitants et de les embrigader dans des coopératives paysannes. Phnom Penh devient une ville déserte. Pol Pot, le numéro 1 Khmer rouge, lance le Cambodge dans une véritable révolution sociale, un bouleversement. Les paysans sont déplacés, la propriété abolie, le travail forcé imposé. La plupart des fonctionnaires, des intellectuels, des médecins, des avocats sont exécutés. La religion est interdite, les monastères détruits, les moines assassinés. Sur les 2500 que comptait le Cambodge lors de l'arrivée des Khmers rouges, seuls 70 survivront. Au nom de l'utopie de la réalisation d'une société communiste parfaite, le Cambodge devient un immense camp de concentration. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants meurent de faim, de mauvais traitements, de maladies. Seule l'intervention des troupes vietnamiennes en 1978 mettra fin à cette tragédie et à la folie des Khmers rouges, qui pendant encore 20 ans continueront leur action de guérilla. Plus d'1,5 million de Cambodgiens, 20% de la population, auront ainsi péri pendant ces 3 années où Pol Pot voulut imposer son rêve dément d'une société communiste. Tout au long de leur histoire, les Juifs victimes de persécutions et de pogroms eurent un rêve, celui de retourner sur la terre de Palestine et d'y créer un État indépendant. Dans les années 20 et 30, des milliers de Juifs quittent l'Europe et migrent dans cette Palestine qui est alors un territoire placé sous mandat britannique. À la veille de la guerre, 430 000 Juifs vivent ainsi dans cette région, ce qui ne va pas sans tension et affrontement avec les Arabes. Au lendemain de la guerre, de plus en plus de voix s'élèvent en faveur de la création d'un État juif.
dont celle du président Truman, mis sous pression par les organisations juives américaines qui organisent de nombreuses manifestations. Truman approuve en 1947 la proposition des Nations Unies d'une partition de la Palestine en 2 États, juifs et arabes. Le 14 mai 1948, l'État d'Israël est proclamé et reconnu par la plupart des pays, à l'exception des États arabes. David Ben Gourion en est le premier chef de gouvernement. Mais cette réalisation du rêve juif se fait au détriment des Palestiniens vivant sur cette terre. Le jour même de l'indépendance, les armées arabes lancent une offensive contre Israël, mais sont défaites. 500 000 Palestiniens prennent le chemin de l'exil. 50 ans de conflit entre Israël et ses voisins arabes commencent. En dépit des menaces extérieures, Israël devient l'un des États les plus dynamiques de cette région et le seul qui soit démocratique. La population augmente rapidement en raison notamment de l'immigration qui se poursuit. La désintégration du bloc communiste permet à des centaines de milliers de juifs d'origine soviétique de rejoindre Israël dès 1989. La même année, 15 000 falachas, ces juifs noirs d'Éthiopie, émigrent en Israël. Leur intégration ne va pas sans difficulté et tension. Des juifs orthodoxes estimant que leur judaïsme est insuffisant. Des manifestations de protestation sont organisées. Mais le principal problème auquel est confronté l'État d'Israël en cette fin de siècle demeure celui du devenir des Palestiniens. Terre rêvée pour des millions de Juifs de la diaspora, Israël est devenu une terre de tension, de division politique et d'affrontements. Le rêve des pères du sionisme ne sera vraiment accompli que le jour où le problème palestinien sera réglé et où chaque peuple aura trouvé sa place dans la paix et le respect de l'autre. En cette fin de siècle, la religion demeure à la fois source d'espoir et de conflit. Et l'Iran aura été au cœur de la révolution religieuse la plus marquante de ces 100 dernières années. Dans les années 20, l'exploitation des réserves de pétrole et l'arrivée au pouvoir de nouveaux dirigeants vont transformer la Perse traditionnelle en un État moderne. Le développement économique est rapide et les réformes nombreuses. En 1941, le Shah abdique en faveur de son fils Mohammad Reza, qui va lancer ce qu'il appelle la Révolution blanche sur le modèle occidental.
En 1963, il accorde le droit de vote aux femmes et crée l'armée du savoir pour lutter contre l'analphabétisme. Le Shah favorise les investissements étrangers et mène une politique pro-occidentale. Mais le développement économique profite surtout à une minorité de privilégiés. La plupart des Iraniens continuent de vivre pauvrement. Nombreux sont ceux qui protestent contre la corruption, la répression policière et l'influence occidentale. Un homme, l'ayatollah Khomeini, qui vit en exil, va exprimer la frustration des Iraniens et être le fer de lance de l'opposition religieuse qui contraindra le Shah à abdiquer. Le 8 septembre 1978, 800 000 Iraniens manifestent au centre de Téhéran. L'armée tire, faisant une centaine de morts. La loi martiale est proclamée, mais elle n'empêche pas l'agitation de s'amplifier. En décembre, des millions d'Iraniens descendent dans les rues pour réclamer le départ du Shah et le retour de Khomeini. Le 16 janvier 1979, le Shah quitte l'Iran. Quelques jours plus tard, Khomeini y revient pour prendre la tête de la République islamique qui est proclamée. La vie des millions d'Iraniens qui l'attendent à l'aéroport va être bouleversée. Dans les mois qui suivent, de nombreux responsables politiques et militaires du régime impérial sont exécutés, alors que les gardiens de la Révolution imposent par la force la loi islamique et le rejet de tout ce qui est occidental. L'ayatollah Khomeini et ses partisans ne se contentent pas d'exiger une stricte observance de la morale islamique et de contraindre les femmes à se voiler. Ils entendent également exporter leur révolution dans les pays voisins et soutiennent des mouvements terroristes, ce qui ouvre une crise grave avec les États-Unis, objet de toutes leurs critiques. Pendant plusieurs années, cet homme symbolise l'activisme iranien et l'utopie d'une révolution qui inquiète, avant qu'elle ne s'apaise en cette fin de siècle. Critiqués, contestés, symbole même des excès du capitalisme, les États-Unis n'en demeurent pas moins aux yeux de millions d'hommes et de femmes le pays où tout est possible, le pays de l'utopie personnelle. Depuis plus d'un demi-siècle, Disneyland est à sa manière le lieu où peuvent se réaliser les rêves d'enfants, le pays de la fantaisie et de l'imaginaire. Mais les responsables de Disney ont voulu que certains rêves d'adultes deviennent réalité. À quelques kilomètres du royaume des enfants, ils construisent un village pour ces milliers d'Américains qui ont la nostalgie de l'Amérique traditionnelle, la nostalgie d'un passé mythique et croient possible de vivre dans un monde idéal et d'y réaliser le rêve américain.
C'est un autre rêve, une autre utopie, collective celle-là, qu'un groupe d'hommes a voulu réaliser dans les années 60 à 150 km des côtes américaines. Depuis près de 40 ans, Cuba vit à l'heure de la révolution castriste, une révolution qu'incarne un homme, Fidel Castro. Depuis les collines de la Sierra Maestra, Castro va réaliser avec une poignée d'hommes, dont Che Guevara, l'une des révolutions les plus romantiques et les plus légendaires de ce siècle. En janvier 1959, il met fin à la dictature du général Batista que soutenaient les États-Unis. Soumis à un embargo américain, Cuba se tourne de plus en plus vers l'Union soviétique pour son approvisionnement et choisit la voie communiste. Avec le temps, le régime se radicalise. L'utopie révolutionnaire se heurte aux réalités économiques et au blocus des États-Unis. L'effondrement du bloc communiste met fin à l'assistance de Moscou. Cuba est isolé. Le dollar devient la principale monnaie d'échange et le tourisme, une importante source de revenus. Aujourd'hui, les étrangers ne viennent plus à Cuba pour sa révolution, mais pour ses plages et le charme des Cubaines. Mais le soleil ne suffit pas pour faire oublier aux Cubains les difficultés de la vie quotidienne, l'encadrement politique et le manque de liberté. Les slogans révolutionnaires n'ont pas changé, mais la réalité est celle d'un pays dont l'économie est à bout de souffle. Depuis les années 60, des centaines de milliers de Cubains se sont exilés aux États-Unis, renonçant à l'utopie révolutionnaire pour les attraits de la société de consommation et la liberté de penser. Autre régime communiste, le Vietnam, qui a payé un prix élevé pour son indépendance. Lui aussi a renoncé à la pureté idéologique et à l'utopie pour adapter ses ambitions à la réalité économique et aux besoins des Vietnamiens. Pour survivre, le communisme doit changer, renoncer à certains principes. Les attraits du capitalisme et la séduction de la société de consommation ont profondément changé certains pays asiatiques, dont l'économie s'est radicalement transformée. La Chine communiste est peut-être l'exemple le plus frappant de cette mutation, de ce passage de l'utopie révolutionnaire au pragmatisme économique, de l'abandon de la pureté idéologique au profit des courbes de production. Tournant le dos au principe maoïste de 1979, Deng Xiaoping a transformé la Chine en favorisant la production agricole privée et le développement d'entreprises individuelles. L'utopie maoïste a disparu, même si la Chine continue d'emprisonner les dissidents et ignore toujours les libertés politiques et la démocratie. Le grand bond en avant de l'agriculture et de l'industrie auquel rêvait Mao Tse-tung dans les années 50 aura été réalisé 30 ans plus tard grâce à la liberté accordée aux paysans de disposer de leurs terres, d'adapter leur production aux besoins du marché et de satisfaire leurs intérêts personnels. Le
recours aux capitaux étrangers et la réalisation de zones économiques franches selon les principes classiques du capitalisme n'ont plus rien à voir avec l'idéologie maoïste, mais font de la Chine une puissance économique avec laquelle il faut dorénavant compter. L'embrigadement idéologique d'hier a fait place au désir de réussite individuelle. Mais cette liberté économique n'est rien sans liberté politique. Les Chinois qui rêvent aujourd'hui d'accéder à la société de consommation de type occidental n'accepteront pas toujours d'être privés des droits de la personne les plus élémentaires. Le 30 juin 1997, la Chine a retrouvé Hong Kong qu'elle avait cédé au siècle passé à la Grande-Bretagne et dont la prospérité faisait rêver bien des Chinois. Vitrine des marchés asiatiques, symbole des réussites économiques, Hong Kong illustre bien l'alliance du capitalisme occidental et de l'efficacité asiatique. Le départ des Anglais et le retour de cette terre au sein de la mère patrie après 155 années de domination britannique annoncent-ils la fin de la prospérité de Hong Kong ? Communisme et capitalisme sauront-ils coexister à l'ombre du drapeau rouge ? L'utopie révolutionnaire de Lénine s'est heurtée aux réalités du temps, et la religion a retrouvé sa place dans cette Russie rouge qui l'avait bannie. Le XXe siècle a été un siècle de révolution et d'affrontements idéologiques, un siècle d'utopie, de rêve et d'espoir pour des millions d'hommes et de femmes convaincus qu'il était possible de changer la société, de la rendre plus juste. Certains de ces rêves se sont réalisés. D'autres ont échoué. Mais demeure malgré tout l'utopie de construire un monde meilleur, un monde plus équitable, permettant à chacun de réaliser ses propres rêves en toute liberté.